Donc on se dirige au centre de la Mongolie et on va parler des stèles donc, qui ont été gravées, des stèles ornées, qui ont été gravées autour de 1200 à 900 avant Jésus-Christ par des populations donc pré-scythes. Alors, ces stèles, on les rencontre à peu près sur un territoire qui fait 3 fois la France et qui déborde du territoire actuel mongol sur la Sibérie, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent la région de Touva et de la Bouriatie. Alors voilà, sur cette photo, vous voyez déjà un peu le contexte dans lequel on les trouve. Donc vous voyez au premier plan une stèle et au fond ici un tumulus. Donc vraisemblablement une tombe aristocratique de l'époque et des tas de dépôts autour, des centaines de dépôts en fait d'ossements et de têtes de chevaux. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Alors voilà pour la carte, la situation du site archéologique qu'on étudie. Sur l'ensemble de cette aire géographique, donc il y a à peu près en ce moment inventorié 900 stèles. Et au centre de la Mongolie, sur le site de Tsatsingereg, et dans l'aire géographique qui est autour de ce site qui fait à peu près 20 km², on en a retrouvé 108. Donc pour l'instant notre échantillon est de 108, mais il faut savoir que dans les années 80 à cet endroit-là, les équipes russo-mongoles en avaient déterminé à peu près une trentaine. Donc, ce qui fait qu'on en a pas mal trouvé depuis qu'on s'intéresse à ce site, c'est-à-dire à peu près à partir de 2006, on a commencé à étudier cet endroit. Alors, ce qui est intéressant et même ce qui fait un peu cas d'école pour l'art rupestre de la fin de l'âge du bronze, c'est que toutes ces stèles obéissent au même modèle iconographique. Alors ici, c'est une stèle de Tsatsingereg qui est dans sa position primaire, puisqu'après elles ont été réutilisées, je vous montrerai ça. Eh bien, vous voyez les cervidés qui sont gravés donc, sur cette stèle ici. Donc le corps, la tête, le museau, vous voyez, très allongé, qui ressemble à un bec, on en reparlera après. Et les bois très enroulés, vous voyez ici. L'œil. Donc des cerfs bondissants qui sont tout à fait dans l'axe, disons, iconographique des tribus scythes. Et puis, à la base de ces monuments, on va trouver des armes, et notamment ici, un bouclier. Au sommet, alors, les collègues mongols, depuis très longtemps, considèrent que les deux cercles qui sont gravés au sommet de ces stèles sont le soleil, le plus grand, et la lune. Et il y a toujours une frise géométrique comme ça qui sépare les cervidés bondissants et cet espace ici du ciel avec les astres. Alors, en effet, j'ai appelé ça une syntaxe en fait, parce que vous allez voir que le même modèle va être appliqué partout, et je préfère utiliser ce mot de syntaxe parce que vous verrez qu'il y a à la fois le respect d'une syntaxe iconographique, mais les structures archéologiques associées à ces stèles obéissent aussi à une syntaxe, c'est-à-dire que les dépôts de têtes de chevaux et d'ossements brûlés sont tout à fait les mêmes partout, hein, sur toute cette aire géographique, donc fait exactement selon aussi le même modèle. Alors voilà le détail d'une très belle stèle d'un site qui est voisin du nôtre. Alors je vous montre celle-ci parce qu'elle est faite en basalte, alors que d'habitude ils les font sur du granit. Mais il leur arrivait aussi de les faire sur du basalte, et là, bien entendu, le basalte est encore plus dur. Les gravures sont vraiment ciselées, et on peut donc percevoir très bien non seulement les animaux, hein, vous voyez là, il y a une tête de cerf, vous voyez, qui est coupée à cet endroit-là. On verra tout à l'heure que, par exemple, même la coupe de certains animaux est faite toujours de la même façon. Ils ne vont pas couper ici, ni plus loin, ils vont exactement couper à cet endroit-là, au défaut de l'épaule. Vous voyez aussi les détails des armes, notamment ici l'arc composite. Donc on est déjà à cette époque-là sur des armes très sophistiquées, donc qui sont faites avec de la corne, du tendon de bœuf, hein, et du bois. Et on a notamment une étude en cours ethnologique avec encore un facteur d'arc qui fait toujours les arcs de cette façon-là. Et le tir à l'arc est toujours pratiqué par les Mongols, un tir à l'arc traditionnel lors de leur fête nationale le 10 juillet. Alors ici un carquois. Je vous ai pris également cette stèle parce que vous avez les détails de la tache du carquois, vous voyez ici. Et puis ici, alors c'est assez intéressant parce qu'au début on se demandait ce que ça pouvait être, mais en fait ça a été retrouvé dans certaines tombes gelées, certains carquois, enfin certains codes culturels de certains carquois. En fait il y avait un morceau de tissu toujours comme ça qui pendait du carquois, peut-être qu'il servait à la tâche, mais en tout cas ils ont été retrouvés exactement selon ce modèle. Alors ici une hache.
reconnaissez. Et puis, alors un outil ou un poignard, là c'est plus dur à identifier. Vous voyez, le bout est plat. Certains d'entre eux ont été identifiés comme la culture de Karasuk, qui est une culture qui a été identifiée du côté de la Sibérie. Alors pour vous donner une échelle, voilà justement notre collègue russe Yuri Essin, qui est un spécialiste justement de la culture de Karasuk et de la culture d'Oukoniev, qu'on l'en invite déjà depuis quelques années à venir dans notre mission pour travailler avec nous sur ces iconographies. Alors ici, souvent à la base des monuments, il y a des frises géométriques aussi qui se rapprochent, vous le verrez tout à l'heure, d'une ceinture à laquelle aussi on va suspendre des armes, ou on va figurer des armes suspendues. Alors je pourrais vous en montrer comme ça des centaines, mais pour vous montrer que le code est toujours le même, hein, et il s'agit bien, comme je vous le disais, d'une syntaxe. Par exemple ici, vous voyez encore le corps, l'œil, le bec très allongé, on appelle ça des serres à bec souvent. Toujours la frise de points ici, le grand cercle, le petit cercle. Alors vous voyez ici le cercle a des rayons, hein, c'est ce qui fait dire à nos collègues mongols que c'est un soleil, et le petit ici est au-dessus. Alors, si vous voyez que le soleil, c'est pas un relevé ou quelque chose qui atteint la roche, c'est tout simplement lorsque les stèles ont été relevées par nos collègues mongols, les éleveurs qui sont autour du site sont venus mettre du beurre sur le soleil. Donc c'est un espèce de rituel actuel. Moi je me demandais ce que c'était gras, enfin je me suis dit oula, ils ont abîmé les stèles. En fait non, c'est du beurre qui a été mis sur le soleil. Alors je sais pas s'ils ont fait un vœu en même temps, ça serait intéressant de le savoir. Mais voilà, donc toujours le même modèle, les astres ici qui représentent le ciel, cette fameuse ceinture, hein, donc la frise de points là, cette fameuse ceinture ici, avec des motifs là aussi un peu en cours d'eau, et les cervidés, voilà, qui sont gravés, toujours les mêmes. Alors par exemple, pour vous donner une idée, ces deux stèles sont séparées à peu près de 200 km. Mais je peux vous montrer des stèles, par exemple, de Bouriatie, qui sont séparées de 1000-1500 km par rapport à celle-ci, c'est exactement les mêmes. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir, sur une aire géographique aussi grande, comment il peut y avoir une cohérence culturelle aussi forte pour que les artistes n'aient que très peu nuancé leurs iconographies. Ils ont vraiment suivi à la lettre le code. Donc, ce qui fait que si ce code devait être suivi de façon aussi particulière, c'est que c'était bien sûr attaché à une religion très forte et certainement à des cultes, à des croyances aussi très fortes qui sont en rapport avec les morts. Alors vous voyez ici une stèle qui a été retrouvée aussi en position primaire, qui s'est affaissée. Bon, depuis on l'a redressée après l'avoir fouillée. Mais voilà dans quelle position originelle nous l'avions trouvée. Toujours pareil, les cercles, les cervidés en train de bondir vers le ciel. Alors quelquefois vous verrez sur une face ils bondissent vers le ciel, sur une autre ils bondissent vers le sol. Alors voilà le relevé d'une des stèles. Pourquoi je vous montre celle-ci parmi les centaines que l'on a? Pour vous montrer qu'en fait toute la stèle a été bouchardée. On lui a donné un peu cet aspect phallique avant de graver l'ensemble des iconographies. Donc notamment celles qui sont en granit comme ça, elles ont eu tout un travail de préparation et en ce moment on a une thèse en cours sur les chaînes opératoires qui ont permis de faire ces stèles, à savoir est-ce qu'elles ont été prélevées dans les carrières, façonnées près de la carrière et puis transportées avant d'être gravées, ou bien ont-elles été gravées près de la carrière et après transportées? Enfin, c'est toutes des questions que Clémence Breuil est en train d'essayer de répondre. Alors bon, je vais passer rapidement, mais notamment ici, c'est intéressant parce que vous avez le bouclier au milieu des cervidés ici, et puis vous avez ici notamment un poignard typique de la période de Karasuk. Vous voyez, le bout de la lame en fait est trapézoïdal, tout simplement parce que le poignard est représenté avec son fourreau, et que les fourreaux de la culture de Karasuk, comme ça, finissent en trapèze. Et ça permettait notamment de fixer le fourreau du poignard à la jambe. Alors voilà une des plus jolies. Alors celle-ci n'a pas été bouchardée. Ils ont décidé tout simplement de faire sauter l'oxydation du granit, hein, parce que c'est une diaclase naturelle. Ils ont utilisé une face naturelle. Et donc, ils ont fait sauter l'oxydation pour faire apparaître leur gravure, vous voyez, de façon plus claire ici. C'est de très très beaux cervidés. Alors, il y a une étude aussi sur la façon dont on va avoir des nuances au niveau, par exemple, de la façon dont ils ont fait les yeux. Vous voyez ici, ils ont laissé un bourrelet sans le graver, ils ont fait un point au milieu. Alors, de temps en temps, ils ont fait tout simplement un point. Donc, on a quand même quelques petites disparités, mais la forme des cervidés, vous voyez, est toujours la même avec ce grand bec, ce grand museau.
Alors voilà pour le relevé, et notamment cette stèle, donc ici on a qu'une face, il y a l'autre cervidé donc, qui est craché de l'autre côté, mais voilà l'ensemble de la stèle, vous avez 3 cervidés dans un sens, 3 cervidés dans l'autre, les armes et donc les astres toujours représentés au sommet. Alors on prêtera une attention particulière, vous voyez, à la représentation des arcs. Au début, on pensait que c'était tout simplement, à la rigueur, une erreur, je dirais, iconographique, mais en fait, pas du tout. La flèche est bien représentée à chaque fois, plutôt vers le bas, parce que ce sont des arcs composites dissymétriques. Donc les autres que je vous ai montrés, si on revient dessus, eh bien on va pouvoir voir que à chaque fois ils ont voulu représenter que c'était bien un arc dissymétrique, vraisemblablement avec la partie inférieure beaucoup plus courte pour pouvoir passer au-dessus de la tête du cheval, pour pouvoir tirer plus rapidement. Alors on a fait quelques expérimentations, notamment on a trouvé une carrière où les stèles avaient été prélevées et vous voyez les 3 étapes comme ça de la fabrication de ces stèles. Pour la chronologie relative, eh bien, on a comparé bien entendu les armes qui ont été retrouvées à ces stèles, à ceux qui sont gravés sur les stèles, pour essayer d'avoir une idée de la chronologie. Et en effet, que ce soit la chronologie relative ou bien la chronologie faite grâce aux dépôts qui sont autour de ces stèles, on est pour les plus anciennes, y compris pour les recherches des Américains, on est autour de 1350 avant Jésus-Christ. C'est vraiment les toutes premières datations, c'est celle-ci, et ça finit autour de 850 avant. Tout à l'heure, je vous ai donné 1200, 800, mais voilà les dates que l'on peut avoir dans leur ensemble. Alors, ces stèles sont associées, je vous le disais, à des tombes aristocratiques, et voilà des tombes aristocratiques prises par satellite sur Google Earth, tout simplement. Regardez l'échelle, ici ça fait à peu près 150 mètres, donc vous avez la tombe aristocratique au milieu, qui est à l'intérieur d'un trapèze, un enclos trapézoïdal, et puis tout autour, ici, il y a des milliers de tertres. Alors ici on les voit parce qu'ils sont très gros, et il y a une tête de cheval sous chacun de ces tertres. Donc, ce qui veut dire que il y a autour de ces tombes non seulement l'implantation des stèles, mais il y a également chaque année, peut-être à une date particulière, des sacrifices qui sont faits autour de cette tombe aristocratique. Alors, si on examine ces fameux tumulus, là j'en ai fait le schéma, en fait les cercles de pierre sont toujours faits de 8 pierres, et les modalités de dépôt des têtes de chevaux sont aussi toujours faites de la même façon. La tête a été posée sur le sol et recouverte par un tas de pierres. On retrouve bien le palais au sol lorsqu'on fouille, donc ça a bien été déposé à chaque fois de la même façon. Donc là aussi, il y a un protocole qui est associé au protocole iconographique des stèles qui sont implantées autour. Alors voilà, par exemple, une tombe aristocratique que l'on a à Tsatsingereg, et les pierres à serre sont implantées autour. Alors malheureusement, celles-ci qui avaient été implantées ont été réutilisées dans une slab tombe que je vais vous montrer. Mais on a retrouvé l'endroit où elles étaient implantées originellement. Alors voilà une des fouilles de tombes. Et voilà de quelle façon on peut retrouver ces stèles en position primaire. Alors, je vous parlais de syntaxe iconographique, mais on a aussi cette syntaxe des structures funéraires, ou du moins de ces complexes funéraires, et c'est grâce au déchiffrement, je dirais, de ce code, de ces syntaxes de structures funéraires, qu'on a retrouvé l'emplacement des stèles en position primaire. On s'est aperçu qu'autour de ces tombes aristocratiques, on avait des espèces d'ensembles de cercles de pierre et de dépôts aussi de têtes de chevaux, de tertres ici, et qu'au milieu de ces ensembles, on avait des stèles qui étaient implantées. Alors certains ont été réutilisés, donc on se retrouvait avec des structures sans rien, mais en cherchant bien, eh bien on en a trouvé. Donc c'est comme ça qu'on en a trouvé une vingtaine qui se sont affaissés puis qui ont été ensevelies. Et par exemple cette année on a retrouvé celle-ci. Vous voyez le sommet a été cassé et retourné, et la base était donc enterrée. Voilà une autre que j'ai trouvée vraiment les tout derniers jours. Donc elle apparaissait même juste, vous voyez ici, c'était de quelle façon elle apparaissait sur cet ensemble, et on a pu la découvrir parce qu'on connaissait déjà le code. Voyez, parce qu'il faut imaginer que dans cette immensité steppique, ces ensembles de dépôts et de cercles de pierre, vous ne les voyez même pas. Il suffit que l'herbe soit un peu haute, et puis donc c'est grâce au décodage, je dirais, de cette syntaxe qu'on a retrouvé toutes ces pierres. Alors, pour passer brièvement, voilà un des schémas
là je vais me faire gronder. Alors voilà un des schémas de la réutilisation de ces pierres acères, c'est-à-dire elles étaient implantées, vous voyez ici, ce que j'appelais patatoïdes, dans ces ensembles autour de ces tombes aristocratiques. Elles ont été réutilisées, donc on les a déplacées vers ces tombes en bloc qui ont été installées à peu près 750-700 avant Jésus-Christ. Et voilà, ces tombes en bloc ont été fouillées, où on a retrouvé ces stèles. Voilà aussi ici une autre, où voilà, on a fait le schéma, où 6 stèles avaient été retrouvées dans la tombe en bloc. Et voici les schémas où on peut passer de l'analyse de la syntaxe des iconographies, je dirais à la grammaire même de cette codification, où on voit qu'entre les serres, il y a à chaque fois des modalités aussi de jonction, de conjugaison, je dirais, entre ces serres, et qui sont retrouvées sur des kilomètres carrés, comme ça, d'une stèle à l'autre. Alors, on a proposé une cosmologie où cette fonction de ces stèles était tout simplement un médium entre la steppe et le ciel, et ces serres permettaient de prendre l'âme des morts et de l'envoyer vers le ciel, et donc avait la fonction d'éviter, je dirais, les âmes errantes, pour faire court. Alors cette croyance, en fait, on va la retrouver à travers l'iconographie du cerf sur toute la grande steppe, et notamment on va retrouver l'iconographie du cerf jusqu'en Ukraine, à travers toute cette grande steppe, on va retrouver ces cervidés. Jusqu'à 450 avant Jésus-Christ, on va le trouver chez les Scythes, dans les Kourganes des Scythes, donc pas très loin justement de la mer Caspienne. Merci beaucoup.